Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Comme chaque vendredi, nous faisons le point sur l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, les résultats du baccalauréat dévoilés ce vendredi 6 juillet. Ils étaient près de 19 000 lycéens yvelinois à passer l'examen cette année. Beaucoup d'émotions, notamment au lycée polyvalent Dumont-d'Urville à Maurepas. Nous étions sur place, reportage à suivre. Le conseil départemental investit dans la rénovation urbaine près de 700 millions d'euros entre 2018 et 2024. Une première convention a été signée avec Grand Paris Seine-et-Oise ce jeudi, avec la présence de Jean-Louis Borloo, entretien avec l'ancien ministre dans cette édition. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur la présentation du dispositif volontaire du tourisme en Île-de-France et la matinée à l'Estaca à propos des Jeux Olympiques de 2024. Avant de développer ces titres, les prévisions sur la route ce week-end pour les départs en vacances. Bison futé voie rouge dans le sens des départs pour la journée de samedi. Dans les Yvelines, le secteur de l'A10 devrait être saturé, notamment à hauteur du péage de Saint-Arnoux en Yvelines. La circulation sera difficile entre 7h et midi et un peu moins dense durant l'après-midi, comme vous le voyez à l'image, donc un trafic saturé entre 7h et midi. Concernant dimanche, la journée est classée verte par Bison futé avec un pic de saturation à Saint-Arnoux prévu entre 10h et midi. Pour plus d'informations sur vos conditions de circulation, rendez-vous sur le site bison-futé.gouv.fr. Avant de partir en vacances, dernier jour de classe pour les écoliers yvelinois. À l'école élémentaire de la Ville-Dieu à Elancourt, jeux, activités ludiques et moments détente au programme. Un jour particulier aussi pour la directrice de l'établissement Anne-Marie Crous. Elle prend sa retraite après 12 années passées dans l'école élémentaire de la Ville-Dieu à Elancourt. Entre joie d'être en vacances et tristesse de quitter leur enseignante, écoutez la réaction de ses élèves. Je suis un petit peu triste en même temps parce que quand même Madame Crous était une de mes meilleures maîtresses que j'avais eues et à la fois un petit peu joyeuse puisque c'est un petit peu près les vacances. Je vais voir mon papy et ma mamie. Je suis un peu triste parce qu'il y a quand même les deux maîtresses de CM1 qui vont partir. Madame Crous à la retraite, Madame Gauthier dans une autre école, donc ça veut dire qu'on les reverra pas. Mais je suis aussi contente parce que c'est les vacances ce soir, donc on va pouvoir partir en vacances et s'amuser. Oui, je suis très contente pour les vacances, mais aussi un peu dégoûtée pour Madame Cruz. Pourquoi ? Parce que c'était une très bonne maîtresse et tout le monde l'aimait. Et vous retrouverez le reportage complet sur ce sujet dans le journal, le 7-8 journal lundi à 18h. Et on poursuit notre page éducation avec les résultats du baccalauréat. Ils sont tombés ce vendredi matin au lycée polyvalent Dumont-d'Urville à Maurepas. L'émotion était présente pour les 500 élèves qui venaient découvrir leurs notes. Un reportage de Michael Elmidoro et Nicolas Kirilovitz. Devant le lycée polyvalent Dumont-d'Urville à Maurepas, les élèves de terminale patientent pour connaître les résultats du baccalauréat. Et enfin, les grilles s'ouvrent à 10h. Les 500 élèves découvrent le verdict. Au total, plus de 400 lycéens sont admis. Moi je croyais que je l'avais pas en fait. J'étais pas le bon jury. Putain, j'ai trop peur. Je suis contente. J'étais un peu stressée, mais ça va, je suis contente. Là, l'important c'est de l'avoir. Après, les mentions, c'est mieux, mais si on ne les a pas, tant pis. Dans la foule, une dizaine de parents est venue pour soutenir leurs enfants. Ils ont eux aussi eu leur part d'émotion. Je suis en vacances pour de bon et puis parti pour de nouvelles aventures. Une vingtaine d'élèves devront quant à eux rester une année de plus au lycée avant de penser à une nouvelle aventure. Ouais, on reprend une année, ça va être bénéfique. On va vraiment bien retravailler pour essayer d'avoir une mention l'année prochaine. D'autres au contraire ont une nouvelle chance de se reprendre. Ils sont 80 à être admis à l'épreuve du rattrapage. Au conseil de classe, j'avais avis favorable pour qu'ils me mettent le bac, mais pour 7 points, ils ne me le mettent pas, alors qu'il y a juste à mettre un petit point en SES, F9. Ils choisissent 2 épreuves, donc il y a une stratégie à mettre en place. C'est la raison pour laquelle il y a des enseignants des différents lycées qui sont là pour qu'ils fassent le bon choix. Le rattrapage sera organisé par l'établissement sur 2 jours, lundi et mardi prochain, une dernière étape avant de pouvoir profiter des vacances estivales. Le département des Yvelines a signé sa première convention de son plan d'amorce dans le cadre de la rénovation urbaine. Ce jeudi 5 juillet à Chanteloup-les-Vignes, un engagement avec la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Objectif, permettre à 8 communes d'engager leurs opérations de rénovation urbaine. Une signature en présence de l'ancien ministre délégué à la ville Jean-Louis Borloo. Reportage.
22 opérations de rénovation urbaine sur 8 communes de la vallée de Seine, pour un montant total des travaux estimé à 66 millions d'euros, l'objet de la première convention signée entre les Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, un engagement de plus de 22 millions d'euros pour le département. Nous avons sélectionné les projets qui peuvent démarrer tout de suite pour recréer cette dynamique du changement, cette dynamique de l'espérance qui disparaît de ces quartiers difficiles, dont je rappelle qu'ils représentent en France comme en Yvelines 10% de la population, ce qui est considérable. Parmi ces projets, la construction du pôle Léo Lagrange au Mureau, une infrastructure éducative et sportive pour un investissement total de 15 millions d'euros, dont 3,5 millions pris en charge par le département. À la fois, c'est un abondement financier, mais ce que je trouve intéressant par rapport au département, c'est le fait qu'ils anticipent. Et donc, ça nous permet éventuellement de démarrer immédiatement sans que nous ayons recours à l'emprunt. Et l'intérêt que le département, mais comme la communauté urbaine, commence des financements, c'est qu'on va pouvoir démarrer les travaux sans attendre quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille encore rechercher parce que c'est 70% des financements. Il y a 15 millions d'euros. Il y a 10 millions d'euros à trouver. On en a trouvé 6. L'ANRU, on va chercher à ce qu'il en mette aussi, la région. Le département souhaite consacrer 700 millions d'euros entre 2018 et 2024 pour la rénovation urbaine. Il devrait signer une convention avec Saint-Quentin en Yvelines et la communauté d'agglomération des Boucles de Seine en septembre prochain. L'ancien ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo, a été invité par le conseil départemental à participer à cette signature. En avril dernier, il a rendu un rapport sur les banlieues au gouvernement et au président de la République. 19 propositions écartées par le président de la République, Emmanuel Macron. Jean-Louis Borloo prévoyait notamment de réconcilier la République avec ses banlieues. Écoutez cet entretien réalisé ce jeudi sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'Arche, un centre culturel à Chanteloup-les-Vignes. C'est un espace culturel à proximité d'un quartier prioritaire de politique de la ville. Est-ce que c'est ça la réconciliation entre la République et ses banlieues ? Surtout une réconciliation humaine, réconciliation. Il faut en tous les cas que chacun ait partout les mêmes chances. Voilà. Tout est difficile pour tout le monde, mais parfois c'est un peu plus difficile. Et c'est ça qu'il faut régler, améliorer. Je trouve que à Chanteloup, si on regarde sur une quinzaine d'années, quand même un travail spectaculaire, dont ce centre, mais pas seulement. Il y a tout le centre d'information jeunesse, là, ce très beau bâtiment, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il ne faut pas m'en vouloir, mais même s'il y a beaucoup de difficultés encore, bien entendu. Les réseaux pour avoir un boulot, cet accès-là, la qualification, la formation, mais c'est vital pour notre pays, c'est tout simple. Face à l'attente des financements de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, le conseil départemental des Yvelines a décidé de débloquer 700 millions d'euros entre 2018 et 2024. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative ? Vraiment, peut-être que c'est l'une des premières en France d'ailleurs. C'est largement la première. À ce degré-là, de manière structurée, organisée, avec autant de financement, il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance. Mais ça ne m'étonne pas. Le département des Yvelines, présidé par l'ancien maire de Mende, qui connaît bien, parce qu'il y a des parties difficiles à Mende, qui est très impliqué depuis toujours. Vice-présidente, c'est le maire de Chanteloup. Donc, je veux dire, dans ce département qui, par ailleurs, pourrait être plutôt assez riche, assez bien doté, il y a des endroits de solidarité nécessaires, très importants. Et c'est l'équilibre des Yvelines qui se joue comme ça. Alors ce jeudi 5 juillet vient d'être signée la convention entre la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et le département des Yvelines. C'est une enveloppe de 22 millions d'euros. Justement, c'est pour permettre la rénovation urbaine. 22 projets qui vont être financés. C'est une bonne chose. Est-ce que la solution vient des territoires ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Évidemment, elle vient toujours des territoires. D'ailleurs, on appelle l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est un tort. En fait, c'était l'espèce de bureau qui était là pour aider les maires et les HLM. C'était on aurait dû appeler ça l'association des amis des maires et des HLM, plutôt que l'appeler Agence nationale de rénovation urbaine. C'est pas à elle de décider, c'est pas à elle de faire. Elle était là pour apporter les quelques petites subventions nécessaires.
Voilà, c'est ça sa mission. Dans le rapport que vous avez rendu au gouvernement en avril dernier, d'ailleurs qui a été écarté par le président de la République, d'ailleurs vous avez eu des explications à ce sujet, pourquoi le président n'a pas pris en compte votre rapport ? Je pense qu'il le fera ultérieurement. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Et dans ce rapport, notamment, vous vouliez réformer l'Agence nationale de rénovation urbaine. Alors, de quelle manière et pourquoi ? Tout simplement en mettant plus les élus et la population à la tête de ça plutôt que la haute fonction publique de Bercy. Voilà, je sais pas, je pense que c'est normal que ce soit les régions, les villes, les départements et les HLM qui dirigent cette organisation. Si vous étiez ministre de la Ville aujourd'hui, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Les Français ne sont pas très accueillants, les Parisiens peu souriants. Vous connaissez sûrement ces critiques que peuvent nous adresser parfois les touristes étrangers quand ils viennent en France. C'est pour contrer ces idées reçues que la région Île-de-France a lancé il y a 2 ans les volontaires du tourisme. Plusieurs centaines de jeunes sont positionnés dans les endroits de la région pour accueillir et aider les visiteurs. La nouvelle saison des volontaires du tourisme a été lancée en début de semaine à Paris. Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. À Paris ou dans sa région, il est impossible de les rater quand ils se déploient. Les gilets violets, ce sont leurs surnoms. Il s'agit en fait des volontaires du tourisme. Ils sont 600 déployés cet été en Île-de-France. Leur mission, guider et accueillir les touristes étrangers à proximité des lieux emblématiques de la région. Ils sont là pour accueillir, pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs, quels qu'ils soient, franciliens, européens et mondiaux, et de manière à ce que les gens se sentent un peu moins seuls. Depuis son lancement en décembre 2016, l'opération des volontaires du tourisme a profité à plus de 1500 jeunes, pour la plupart des étudiants en tourisme qui tirent profit de l'affluence des vacances pour accumuler une précieuse expérience professionnelle. C'est un secteur que j'ai toujours aimé et ça fait partie en fait de ma formation puisque je suis en école de commerce. Donc je pense que c'est une belle opportunité. On représente la ville de Paris, donc franchement c'est plutôt une responsabilité. Après une année 2017 record pour le secteur touristique, les professionnels espèrent un cru similaire cette année. Pour amplifier son soutien, la région lancera également à la rentrée un pass spécial où pourront s'accumuler offres pour les transports et visites pour les sites franciliens. Nous voulons avoir le maximum de partenaires sur ce pass, de façon à éviter de devoir transporter sa carte bleue, du liquide sur soi, ce qui évidemment est source de pickpocket, d'insécurité. Donc un pass très simple, très rapide pour les transports, pour les musées. L'an passé, 48 millions de touristes ont visité l'Île-de-France. L'année 2018 pourrait pâtir des mouvements sociaux s'ils se prolongent tout l'été. Depuis plusieurs semaines en France, des boucheries sont attaquées par des antispécistes, des militants qui considèrent l'homme et l'animal comme égaux. Le phénomène a touché les Yvelines en début de semaine. Une boucherie de Jouy-en-Josas a été attaquée. Vitrine brisée et inscription du message, je cite, « Stop au spécisme ». Nous avons reçu Jean-Raymond Dubas, président du syndicat de la boucherie et de la charcuterie d'Île-de-France ce jeudi, dans le journal. C'est des garçons, enfin des hommes et des femmes qui font un métier qu'ils aiment. La revendication de ces gens-là, on la respecte, mais on ne doit pas s'attaquer à casser du matériel et s'attaquer des humains comme ils le font aujourd'hui, quoi. Ce qu'on a surtout peur, c'est que ça prenne des amplitudes beaucoup plus importantes. Et vous disiez chez nos confrères des Nouvelles de Versailles que ça finisse en drame, ce genre de situation. C'est ce que j'ai peur, c'est que nous, on ne veut pas la bagarre. On veut être au calme. On respecte ces gens-là, mais ce que j'ai peur, c'est que demain, malheureusement, un de ces individus se fasse prendre par un de nos confrères ou collègues et que, malheureusement, ça termine mal. La mesure est entrée en vigueur le dimanche 1er juillet. Les routes sans séparateur central sont dorénavant limitées à 80 km/h au lieu de 90. Depuis une semaine, les gendarmes de la sécurité routière sensibilisent les usagers. Rencontres au bord des routes, mais aussi dans les lieux publics avec Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Votre permis de conduire. Et je me permets de vous donner un petit flyer concernant le fameux 80 km/h. Cet après-midi-là, pas d'amende ni de perte de points.
les contrevenants sont sensibilisés. Les gendarmes de la sécurité routière contrôlent sur la D91, proche de la route des 17 tournants. Je suis très agréablement surpris qu'aujourd'hui, la gendarmerie et la police fassent de la prévention. Et je trouvais que ça avait disparu ces derniers temps. Donc voilà, c'est très positif, je pense. Ouais, voilà, et on est plus sensible à partir du moment où c'est de la prévention et pas de la répression. De faire de la prévention, je trouve ça une bonne chose. Par contre, le 80, je suis vraiment pas pour. 7 militaires sont mobilisés. En 2 équipes, ils contrôlent la vitesse et les flux en vallée de Chevreuse. Notre mission, c'est de faire appliquer le code de la route. C'est une mission assez simple, mais il y a plein de façons de le faire. Dans le cadre de cette mesure, qui se fait en période estivale, à partir du dimanche, il est nécessaire d'accompagner cette mesure. Donc des excès de vitesse qui sont minimes, qui sont mineurs, si le contrôle se passe de manière positive avec la personne qui sera en infraction, on peut engager un dialogue et une discussion pédagogique. Mardi 4 juillet, la nouvelle limitation est en place. La sensibilisation continue, même en gare. Il faut laisser le temps de voir quels seront les effets. Parce qu'on parlait tout de suite de dire non, ça ne servira à rien. Si on regarde bien ce qu'a fait la prévention routière depuis le début, elle a imposé le port du casque, on a dit que ça ne servait à rien. Elle a imposé la ceinture de sécurité à l'avant, on a dit que ça ne servait à rien. La ceinture de sécurité à l'arrière, on a dit que ça ne servait à rien. Chaque fois, ça a eu un impact quand même sur le nombre de morts. Les 3 traits de contrôle indiquent que c'est bon, le dépistage a fonctionné correctement. Et là, en fait, la barre du dessous vous indique que c'est positif à cannabis, ici. C'est bien, c'est au lieu de les voir tout le temps faire des infractions, ils nous expliquent un petit peu. Je pense que c'est l'ordre des choses. Avant de nous donner des infractions, nous expliquer comment ça fonctionne. Le gouvernement espère sauver 400 vies par an avec cette mesure. Dans les Yvelines, 58 radars sont présents. 2 sont concernés par la mesure du 80 km/h. Dans 6 ans, Paris recevra les Jeux Olympiques d'été. Un rendez-vous également présent à Saint-Quentin en Yvelines où 6 épreuves sont programmées. Un événement qui se prépare dès aujourd'hui. Ce mercredi 4 juillet, les pôles de compétitivité Moveo Systématique Paris Région organisait une matinée dédiée au campus de l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. Un rendez-vous pour faire émerger des projets et compétences pour le territoire en vue de l'organisation de la plus grande compétition sportive au monde en 2024. Reportage de Grégory Canalet et Carla Vigeant. Comment permettre un accès facile aux épreuves, alerter et gérer une situation de crise? Quelle diffusion de l'information? Autant de questions auxquelles il faudra répondre d'ici les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Cette matinée dédiée à l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux avait pour but de poser les jalons des projets en matière de mobilité, de sécurité et d'information. Dans la salle, des entreprises et acteurs des pôles de compétitivité Moveo et Systématique Paris Région. Les JO 2024 seront une opportunité extraordinaire et seront une deadline aussi qui va pousser les entreprises à se fédérer pour proposer des solutions assez innovantes. Des technologies qui peuvent aider à la sécurisation des sites, à la facilitation de la mobilité, des transports pour les visiteurs, mais aussi pour les sportifs, fluidifier la circulation des 15 à 20 millions de visiteurs attendus à l'occasion des JO sur le territoire. En 2024, 4 sites à Saint-Quentin en Yvelines accueilleront 6 épreuves des JO. L'événement fera venir au total 15 à 20 millions de visiteurs à Paris et sa banlieue. Et dès aujourd'hui, donc, il faut recueillir les projets innovants et penser la logistique. On a un petit peu de temps, mais pas tant que ça, c'est déjà dans 6 ans. Et l'intérêt est de pouvoir faire émerger des idées sur Saint-Quentin en Yvelines, d'entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, ou en tout cas du plateau de Saclay en général, pour pouvoir répondre à des besoins liés à l'organisation, pour optimiser l'organisation des Jeux sur Saint-Quentin en Yvelines. Le territoire pourra déjà se tester en septembre avec la Ryder Cup. 60 000 personnes par jour devraient venir au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Lors des JO en 2024, la seule épreuve de golf devrait attirer 30 000 spectateurs quotidiennement dans l'agglomération. Les vacances d'été, c'est l'occasion pour les communes de faire des travaux de voirie. Trappes et Morpas vont procéder à des réfections de routes. Par conséquent, des restrictions de circulation ou des déviations seront prévues pour les automobilistes. Tour d'horizon de ces travaux avec Toki Nirilanto. Vacances et possible mal en patience pour les automobilistes yvelinois. Plusieurs travaux ont lieu cet été dans le département. Le pont Schouler va être doublé entre les communes de Morpas et la Verrière. Quant au pont Cachin, à Trappes, il va être réaménagé en vue de couvrir la nationale 10. La voirie, quant à elle, n'est pas en reste. 4 km d'enrobés seront posés dans l'agglomération. 6 communes sont concernées,
Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux. Les travaux commencent dès le 9 juillet. Outre les automobilistes, les cyclistes ne seront pas oubliés. Une nouvelle piste cyclable s'ajoutera à celle existante à Elancourt. Même chose à Magny-les-Hameaux, le long de la départementale 195. Tous ces travaux devraient se terminer d'ici à la rentrée de septembre. Et pour refermer ce 7-8 hebdo, le début des vacances rime avec pic d'activité pour les structures touristiques du département. Au parc zoologique de Thoiry, le personnel et les pensionnaires s'apprêtent à accueillir les visiteurs. Et avec la chaleur estivale, les animaux sont bichonnés pour l'occasion. Un reportage de Camille Lambert. Kata. Il ne faut pas longtemps à Tanala et sa famille pour reconnaître l'appel de Mathieu. Avec les fortes chaleurs, les 18 makikata du parc de Thoiry ont droit à un repas un peu spécial. Pas tous les jours, puisqu'il faut que ça reste exceptionnel pour que ça soit un vrai enrichissement. On va leur donner de temps à autre des petits glaçons composés de fruits et de nectar de fruits qu'on va préparer à l'avance pour un petit peu les amuser pendant l'été et les rafraîchir. Ouvert depuis l'an dernier, le lémur trek plonge le visiteur dans l'enclos des lémuriens. Une immersion sous certaines conditions, malgré leur accueil sympathique, interdiction de les toucher. Si on les touche, en fait, ils risquent de perdre leur identité. C'est des animaux qui communiquent beaucoup avec les odeurs. Et en gros, si dans une journée, il y a 200 personnes qui leur font une petite gratouille, à la fin de la journée, le lémurien il va avoir perdu son identité olfactive. Et en fait, il va stressé et il peut être aussi exclu du groupe. Donc il faut éviter cela à tout prix. Non loin de Madagascar, direction l'Australie avec les nouveautés du parc cette année. Un circuit parmi les kangourous et une volière où cohabitent 6 espèces d'oiseaux, dont les loriquets arc-en-ciel, bien habitués aux visiteurs depuis avril. Ils sont assez proches des visiteurs et on fait avec eux chaque jour pendant l'été 2 nourrissages. On va leur proposer de nourrir les petits loriquets, donc c'est des petits gobelets avec du nectar et les visiteurs peuvent avoir un loriquet qui leur monte sur la main. Une visite au plus proche des animaux, surtout des plus gourmands. Et avant de refermer cette édition, je vous rappelle vos conditions de route pour ce week-end. Le samedi sera classé rouge par bison futé. Dans les Yvelines, le secteur de l'A10 devrait être saturé, notamment à hauteur du péage de Saint-Arnoux en Yvelines, avec une circulation qui sera difficile entre 7h et midi, mais un peu moins dense durant l'après-midi. Donc conseil de plutôt prendre la route plutôt le matin ou en fin d'après-midi. Concernant dimanche, la journée est classée verte par bison futé avec un pic de saturation à Saint-Arnoux prévu entre 10h et midi. Vous retrouvez les informations sur le site internet bison-futé.gouv.fr. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission en replay, rendez-vous sur le site internet ou sur l'application mobile TV78. Vous retrouverez l'information lundi dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Merci et passez un excellent week-end.